Et tout de suite, l'invité en général politique, mais je pense que ce qu'il a écrit est très politique au fond des choses. Jean-François Colosimo, qui vient de publier chez Albin Michel La crucifixion de l'Ukraine. Bonjour Monsieur Colosimo, Bonjour. merci d'être sur ce plateau de LCI en direct ce matin. Le livre est sous-titré « 1000 ans de guerre de religion en Europe ». Alors, on va essentiellement parler de ça, parce que je vous ai entendu sur d'autres Oui. antennes déjà parler de la situation géopolitique Oui. d'aujourd'hui. On en parle beaucoup sur cette antenne, comme vous le savez, sur LCI. Alors, de ce que vous dites dans votre livre, c'est ça qui est quand même très intéressant et très original. Vous dites en clair que la guerre d'Ukraine, qui a commencé fin février, est une guerre de religion. Alors, excusez-moi, mais il va falloir expliquer très clairement et très simplement aux téléspectateurs ce que vous avez en tête, parce que c'est pas très évident au premier abord. Pourquoi dites-vous ça? Vous voyez, il y a bien une Europe de l'Ouest et il y a bien une Europe de l'Est. Ce qu'on comprend, c'est que ce sont deux Europes. Mais la barrière, c'est pas l'Oural, entendons-nous Non, bien. voilà, on va la Ok. trouver, la barrière, elle passe par l'Ukraine, Oui, la bien ligne sûr. de fracture. Mais on sent bien que ces deux Europes, elles ont quelque chose à voir, mais elles sont parfois aussi antagoniques. Elles ont du mal à se comprendre. Et puis, il y a une forme de rivalité entre ces deux Europes, c'est-à-dire si on regarde un peu les grandes cités qui ont formé l'inconscient européen, Jérusalem avec la Bible, Athènes avec la philosophie, Rome avec le droit, mais aussi avec l'idée d'empire. Bon, nous, on se dit, tout ça, ça arrive à Aix-la-Chapelle, vous voyez, chez Charlemagne, et puis Oui. ça débouche aujourd'hui à Bruxelles. L'autre Europe, elle pense que ça passe par Constantinople, aujourd'hui Istanbul, mais qui a été la capitale de l'Empire byzantin, et que ça arrive à Moscou, pas forcément la Moscou de Vladimir Poutine. Donc, on a véritablement, dès le départ, une scission. Cette scission, elle advient à peu près au 8e, 9e siècle, lorsqu'après la dislocation de l'Empire romain, il y a deux empires qui se font face, l'Empire carolingien, l'Empire de Charlemagne, l'Empire byzantin, l'Empire des Romains d'Orient. Ils vont se précipiter au centre et à l'est de l'Europe. Pourquoi? Parce que le grand enjeu, c'est la conversion des Slaves. Eh bien, cette conversion des Slaves, leur choc missionnaire, leur choc d'évangélisation, va créer une ligne de fracture qui court de Riga, dans la Baltique, à Split, sur la Méditerranée. Et c'est très simple. D'un côté, vous allez avoir un monde qui va être marqué. Je précise que la ligne n'est pas droite. Non, elle zigzague totalement. Et vous allez avoir, en fait, d'un côté, on va dire rapidement, des gens qui sont baptisés dans le catholicisme et qui prennent l'alphabet latin À l'ouest. à l'ouest. Oui. Et des gens qui sont baptisés dans l'orthodoxie et prennent l'alphabet cyrillique, l'alphabet russe, on va dire, Oui. mais c'est pas l'alphabet russe, c'est l'alphabet de tous les Slaves, qui ne sont pas catholiques. Et cette Donc ligne- les Serbes, par exemple. Voilà, alors d'un Voilà. côté, vous avez les Polonais et les Biélorusses. Oui. La ligne de fracture, c'est celle-là. Elle est confessionnelle et culturelle. Cultuelle et culturelle. Et puis vous avez les Croates et les Serbes. Mais enfin, c'est quasiment le même peuple, la même langue. C'est la première guerre. Dès que stoppe la glaciation communiste, dès que tombe le mur de Berlin, c'est la première guerre. Parce qu'on dit souvent la guerre d'Ukraine, c'est le retour de la guerre en Europe. Non, on l'a eu dès 91, ce retour de la guerre. Absolument. Et Pour les avec les, Balkans. et sont conclus par les bombardements de l'OTAN sur Belgrade. Vous voyez, les univers. Il ne s'agit pas évidemment de mettre des valeurs. Et puis sur cette ligne, vous avez d'un côté les Tchèques et les Slovaques. Vous savez qu'ils n'ont pas cessé de vouloir se marier. Absolument. Et ils n'ont pas cessé de divorcer parce qu'ils Ils ont n'y jamais arrivaient réussi. pas. Non. Il y avait la bonne volonté, mais ce n'était pas la même Et mentalité. selon vous, c'est un problème de religion. Par exemple, les Tchèques Oui, et les Slovaques, enfin- s'ils ne peuvent pas s'entendre, c'est d'abord parce qu'ils n'ont pas la même religion. Parce qu'ils n'ont pas été formés de la même manière par la religion. Parce que la religion, c'est pas la religion au sens où on l'entend nous en France, avec notre belle laïcité que j'approuve, Ouais. c'est pas la question. C'est pas le choix privé de rites, de croyances, de symboles. La religion, c'est l'inconscient du politique. Et c'est d'autant plus fort à l'Est que nous, on a fait des États-nations qui étaient fondés sur la règle de droit. Mais à l'Est, vous avez des églises-nations. Et ça ne concerne pas que les orthodoxes. Regardez, les Polonais, Solidarité, Wałęsa, qui ils vont contre le communisme. On pense que c'est un syndicat. C'est aussi bien, en fait, une réunion quand même de catholiques. Donc, vous voyez, cette dimension religieuse est là. Cette ligne de fracture, elle passe par Kiev. L'Ukraine la métabolise. Le nom de l'Ukraine, c'est frontières, confins, limites, vous voyez. C'est un territoire accordéon, en quelque sorte. Et vous avez un ouest plutôt catholique et un est totalement orthodoxe. L'Ukraine métabolise ça. C'est le premier aspect religieux, c'est pas le seul. Parce qu'en Ukraine,
aussi, il y a une présence musulmane et une présence juive. Très Vous avez les importante. 3 monothéismes. Et cette présence musulmane, en plus, elle est ancienne. Elle est avant les Slaves. Bah, les Juifs, il n'en reste plus beaucoup parce qu'ils ont été Bien sûr. Et on y vient. exterminés par la Shoah par balle. Hein. Voilà, absolument. Et on y vient, et c'est la terre des 2 totalitarismes rouges, l'Holodomor, la grande famine organisée par Staline, Staline, oui. et puis la Shoah par balle, où typiquement, d'ailleurs, et c'est pas, on ne va pas faire de lien avec aujourd'hui, on ne va pas faire porter les fautes du passé aux gens d'aujourd'hui, mais où ce sont des Galiciens, des Ukrainiens de l'Ouest qui vont produire la Shoah par balle parce qu'ils sont une partie inhérente de l'histoire occidentale, de l'histoire de l'Europe occidentale. De la même manière que vous trouverez les mêmes divisions SS chez les Croates. Absolument. Mais enfin, c'est quand même pas pour des raisons religieuses, Monsieur Colosimo, que M. Poutine bombarde l'Ukraine depuis 8 mois, comme il le bombarde actuellement ce matin, puisqu'on me dit dans l'oreillette que les correspondants qu'on a sur place annoncent qu'il y a des bombardements massifs sur des objectifs, en particulier des objectifs énergétiques, des centrales qui produisent de l'électricité, là, ce matin, au moment où on parle. C'est pas parce que ils sont pas dans le même cadre religieux qu'il a attaqué l'Ukraine. Non. Non, d'abord parce que, c'est l'absurdité de tout le raisonnement de Vladimir Poutine, c'est qu'il veut reconquérir Kiev, qui est le lieu du baptême des Slaves. Oui. Donc on pourrait dire c'est un problème d'appropriation symbolique, vous voyez. Oui. Bon, mais bon, non, il détruit Kiev au passage. Donc comment on va, je veux dire, on revendique une origine qu'on détruit. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on le voit bien. Après l'échec du communisme, qui a eu sa part de religion séculière, hein, rappelez-vous les icônes de Staline, de Lénine, Lénine embaumé, offert à la vénération du peuple, les grandes messes militaires qui étaient... Bon, après cette dimension para-religieuse, la Russie se retrouve nue après 1990. Le parti a voulu exterminer l'Église, il y est presque arrivé. Ah, oui, on se souvient des prêtres exécutés, des églises dynamitées, à l'époque même jusqu'à Khrouchtchev. Hein. Et l'Église, en 1990, elle pourrait devenir une force d'opposition positive, de contribuer au renouveau moral. Elle passe un pacte avec l'État. Ce pacte, il est visible aujourd'hui avec ce fameux patriarche Kirill, C'est clair. qui est une honte pour le christianisme, qui n'est pas un homme religieux manipulé par Poutine, le tyran politique, qui fait partie du système de Poutine, qui est Oui. main dans la main avec Oui. Poutine. Et ils vont rebâtir une forme d'idéologie qui va prendre en fait l'orthodoxie en otage. Mais regardez bien que Poutine restaure les monastères que les bolcheviks dynamitaient, pendant que M. Xi Jinping cite Confucius, dont les gardes rouges brûlaient les écrits, ou que M. Erdogan replace à Sainte-Sophie le culte qu'Atatürk avait évacué pour faire de Sainte-Sophie un musée. Tous ces néo-impérialistes, tyranniques, autocrates, en fait, on finit par comprendre que la religion, c'est quand même un modèle de mobilisation extraordinaire. Donc, Poutine veut faire croire qu'il défend la russité et l'orthodoxie. Mais sa véritable religion, elle n'est pas là. Sa véritable religion, on le voit bien, c'est le nihilisme, le culte de la cruauté, de la force, de la violence, sur un fond de nihilisme fou. Ah, le retour du religieux dans le monde communiste, c'est extraordinaire. Vous avez dû être sidéré, tout comme moi, Monsieur Colosimo, quand vous avez appris que le Kremlin allait financer l'église orthodoxe qui se trouve de l'autre côté de la Seine, là, de l'autre côté du bâtiment où nous nous trouvons, là, qui est absolument magnifique. Elle est superbe. Enfin, ça a été payé sur fonds publics russes, quand même. Hein. Elle est magnifique, parce qu'on a obligé les Russes à prendre un extraordinaire architecte français. Le premier projet était un peu plus kitsch. Ah, j'avais pas vu. Voilà. J'ai vu le résultat. Elle a fait partie des tractations entre la France et la Russie sur le prix du gaz à l'époque, n'est-ce pas? Déjà. Voilà. et en fait, comme on était quand même... C'est un peu compliqué en régime de laïcité. Vous savez, c'était l'ancien immeuble des télécoms. Absolument. Il y a le Quai d'Orsay à côté. On craignait... De France Météo. De Météo France. Météo France. Et on craignait effectivement que cette église, en plus, elle soit pleine d'antennes pour espionner le Quai d'Orsay. C'était pas loin. Voilà, bon, enfin, ça a été un truc. Et cerise sur le gâteau, il faut que vous sachiez que c'est statutairement, cette église monumentale, c'est une cathédrale. Hein? C'est la chapelle de l'ambassade. Nous sommes sur un territoire extraterritorial. Diplomatique. Diplomatique. D'accord. Donc c'est un territoire russe. Oui, D'accord. c'était pour contourner le problème de
de notre belle laïcité. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, Jean-François Colosimo, c'est que la religion, pour M. Poutine et pour tous les autocrates dont vous avez évoqué le nom à l'instant, n'est absolument plus l'opium du peuple. Non, L'affaire est réglée. on pourrait dire que c'est au contraire le speed des tyrans, la religion. C'est au contraire la méthadone ou je ne sais trop quoi des tyrans. C'est pas du tout l'opium des peuples. Les tyrans actuels, ou regardez M. Modi en Inde. Oui, pareil. Ou regardez le fait que M. Lula au Brésil a dû embrayer lui aussi sur un discours assez para-évangélique. Parce, que les évangélistes tiennent le pays. Voilà, parce qu'il avait en face de lui M. Bolsonaro qui est lui radicalement évangélique. Donc nous sommes, je dirais, un petit îlot assez préservé encore en Europe de ces retours extrêmement violents. La religion de Vladimir Poutine, je vais vous dire ce qu'elle est, c'est une espèce de gnose manichéenne. Le manichéisme, vous savez, c'est une vieille religion structurellement, c'est l'opposition entre la lumière radicale, la lumière et la ténèbre, en attendant la lutte finale, déjà, et où on verra l'apothéose dans l'Apocalypse. Bon, c'est sa mentalité. Parce qu'il est tchéquiste ? Parce que les tchéquistes ont repris ça, parce que le marxisme, c'était aussi un manichéisme, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Et avec cette notion de purification, de pureté, de purification. Ça, c'est sa véritable religion. Mais vous savez, quand M. Poutine est à Valdaï, une espèce de contre Davos, en 2018, il n'y a pas la guerre encore. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, nos ennemis ne connaissent pas notre capacité de sacrifice, n'est-ce pas ? Ils seront tous crevés comme des chiens et en enfer sans avoir eu le temps de se repentir, tandis que nous serons au ciel. Le patriarche Kirill, au moment de la mobilisation, célèbre dans une espèce d'immense cathédrale qui est au cœur de l'état-major, des bâtiments de l'état-major, et il dit les soldats mobilisés qui trouveront la mort au front seront absous de tous leurs péchés et iront directement au paradis. Qui parle comme ça ? C'est Oussama Ben Laden. Vous avez en fait le communisme soviétique a été une terreur d'État. Aujourd'hui, l'oligarchie poutinienne perpétue une sorte de terrorisme d'État, et c'est pour cela que vous avez cette guerre innommable, ou d'ailleurs, à la manière terroriste, vous parliez des bombardements tout à l'heure qui continuent, vos correspondants qui sont en dessous, donc, eux-mêmes exposés, parce que c'est prendre toutes les populations civiles en otage. Ça c'est une manière terroriste. Alors, il y a un truc qui m'échappe quand même, historiquement parlant, Jean-François Colosimo. Le 30 décembre 1922, l'URSS est créée par 4 entités, que sont la Russie, la Biélorussie, la Transcaucasie, notamment la Géorgie et un ou deux territoires autour, et l'Ukraine. Ouais. C'est-à-dire que l'Ukraine est un père fondateur de l'URSS, en quelque sorte, et que les Ukrainiens et les Russes, moi j'ai vécu à Moscou pendant 3 ans, vous disent « nous sommes frères ». Nous ne sommes pas ennemis, nous sommes frères, on parle la même langue, on a la même culture, on voit pareil le monde, etc. Alors pourquoi est-ce que là, d'un coup, le Russe dit que l'Ukrainien est un nazi, l'Ukrainien dit que le Russe est un salaud? Enfin, c'est pas juste un truc de religion. Le religieux, encore une fois, c'est ce qui unit les gens autour d'invisibles transcendants qui fait qu'ils se sentent entre eux, contre, par exemple, l'adversaire, l'ennemi, l'autre, le différent, oui. Ce qui fonde les communautés humaines et leur permet de se dépasser, de vivre et de se dépasser, et parfois même qui fait que les membres de ces communautés sont capables d'aller mourir parce qu'il y a une promesse d'immortalité dans le corps collectif. Oui. Voilà. Si on analyse le religieux comme ça reste religieux. Le deuxième point, si on arrête de faire de la religion une particularité, mais qu'on comprend que c'est une fonction anthropologique. Oui. Que la Troisième République, elle était très laïque, mais elle faisait un catéchisme républicain, un baptême républicain, et qu'il y avait les monuments aux morts, et qu'il y avait le Panthéon. Donc, vous n'avez pas besoin, je veux dire, voilà, vous n'avez pas besoin d'une religion historique pour faire du religieux, si ce n'est quand même, quand on regarde, la religion, c'est un peu comme la plomberie, il vaut mieux des professionnels, tu vois. Ouais. Voilà, bon. Donc, par rapport à ça, bien entendu qu'il y a eu cette fraternité, etc., bon, Lénine a gagné l'Ukraine avec la représentation des nationalités en disant aux Ukrainiens, à la différence de l'Empire tsariste, vous aurez avec moi votre particularité. Et puis Staline est arrivé, et une fois que l'Ukraine était avalée dans le système,
d'une manière très léniniste, il l'a réduite à néant dans sa Et il l'a particularité. affamé, il a tué 5 millions d'Ukrainiens. Voilà. Et les Ukrainiens étaient toujours suspects sous l'Union soviétique de séparatisme. Bah, surtout qu'en plus, ils avaient pactisé avec les Allemands qui avançaient dans leur territoire. Ceux de l'Ouest. Ceux de l'Ouest. Mais enfin, ça fait un Oui, gros oui, bout, hein. certes. Mais enfin, bon, on peut dire aussi à leur décharge qu'ils n'avaient peut-être pas tout compris d'Hitler, mais ils savaient déjà tout de Staline. Absolument. Donc, c'est pas pour, je veux dire, ce Pas pour les absoudre. Ce péché est là, il est innommable, et je pense que l'Ukraine devra être jugée à sa capacité aussi de reconnaître ses fautes là-dedans. Ouais. Donc, je veux dire, ne nous trompons pas. Mais en même temps, sachant qu'il n'y avait pas forcément une adhésion si complète au nazisme qu'un rejet effrayé du stalinisme. Qu'est-ce qui se passe après 1990 ? Vous avez une confrontation de mentalité collective. La Russie vit dans son angoisse de décroissance impériale, Oui. et l'Ukraine vit dans son avidité de croissance nationale. Vous voyez, vous avez là un croisement de crainte, de peur, de reproches. La Russie se sent larguée de l'histoire parce que si elle n'est pas empire, qu'est-ce qu'elle est ? Elle ne le sait pas trop. Depuis des siècles. Oui. Et l'Ukraine, en même temps, dit « c'est le moment, nous allons enfin être la nation que nous voulons être ». Ce rapport empire-nation, etc., va dégager, en fait, un lent dérive des glaciers. Aujourd'hui, par exemple, moi, je me fais reprendre par des Ukrainiens. Lorsque je dis « c'est une guerre fratricide », vous avez employé le mot « Oui. Ils disent « non, on ne veut plus entendre ça ». Non, c'est fini. Ils n'ont plus Je veux rien à dire- voir. Ils veulent plus rien avoir avec les Russes. Absolument. Sauf que, historiquement parlant, malheureusement... Et vous vous rendez compte du péché de Poutine. Le péché de Poutine, enfin, c'est abyssal. Mais Il a embringué l'orthodoxie. Ils auraient pu réussir, les Ukrainiens, leur coup. Ils auraient pu réussir. Ils sont tombés sur Poutine, qui est un type Oui. plus que particulier. Mais ils auraient pu, Mais il y en aurait eu poussant leur pion. un autre pouvoir que celui de Poutine à Moscou. Oui. Cette fraternité, cette histoire commune dont vous parlez, elle aurait pu être fructueuse. Pourquoi Poutine échoue ? Parce que au départ, le 24 février 2022, il pense une opération spéciale, opération commando. On arrive à Kiev, semaine, on enlève pareil. Zelensky. Mais les premières populations qui ne veulent pas de lui, ce sont les populations du Donbass, qui sont russophones orthodoxes, qu'il prétend venir libérer. Elles ne veulent pas être libérées par lui, parce que depuis 2014, elles subissent, ces populations, le système poutinien, qui est celui de pseudo-miliciens qui disent vouloir les émanciper, mais qui en fait les pressurent, les raquettent, une bande de criminels innommables qui se disent indépendantistes pour le Donbass. Le régime... Il y a d'autres poutinien- personnes qui voient les choses très différemment et qui disent qu'effectivement, dans l'est de l'Ukraine, il y a des tas de gens dans quelques oblasts qui veulent être russes. Point final, qui va être de moins en moins, de moins en moins. De moins en moins, il y a de moins en moins de russophones en Ukraine qui veulent continuer à parler russe. C'est le drame abyssal de Poutine, c'est qu'il a tout raté, mais il a surtout rendu impossible une relation qui était très profonde entre ces deux pays. Je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est plus sur l'agenda. La faute à qui ? La faute à Poutine. Une dernière question, Jean-François Colosimo. Le grand Turc, Oui, Monsieur Erdogan. il se débrouille très bien. Ah, ça, oui, il se débrouille très bien, mais c'est quoi son objectif, à part faire semblant d'essayer de négocier entre les gens qui veulent pas se parler ? C'est quoi son objectif, lui, le grand Turc ? Il veut quoi, lui ? Il veut recouvrer au moins de l'influence sur toute terre qui a été un jour ottomane. Ah bah, ça va en Bosnie, etc. donc. Ça va en Bosnie, au Kosovo, ça va en Libye, Oui, ça va dans le nord de la Syrie, oui. et ça va en Crimée, puisque la Crimée, elle a été tatar. Et donc, Ah, donc il va aller contre... lorsqu'en Poutine. 2014, Poutine annexe la Crimée, Erdogan proteste en disant « c'est la terre de nos ancêtres turcs, ce n'est pas la terre des Russes ». Bah oui, mais enfin, Terre de nos ancêtres, c'est le terme. mais il envisage pas de piquer la Crimée à Poutine, non ? Il envisage en tout cas d'avoir une telle relation avec l'Ukraine que empêcher la Russie d'avoir accès, comme elle pourrait l'avoir, à la mer Noire, le rassure sur sa maîtrise à lui des détroits, le Bosphore et les Dardanelles. Si vous voulez là, en fait, depuis ce qu'on appelait la question d'Orient, depuis le 19e siècle, depuis la guerre de Crimée en 1850, j'en parle aussi, rien n'a changé. En fait, on reprend les mêmes items,
si ce n'est qu'on est avec des types qui, entre-temps, ont fait l'expérience du totalitarisme et sont plus décidés que jamais à verser le sang des populations. Voilà, donc si vous voulez sortir de l'actualité immédiate des bombardements de centrales nucléaires, etc., vous lisez le bouquin de Jean-François Colosimo, ça vient de sortir chez Albin Michel le mois dernier, je crois. Ouais. La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe, il vous en a donné un petit peu un petit préambule qui m'a bien Merci donné à vous. envie, en tout cas à moi. Merci à vous. J'espère aussi aux téléspectateurs. Merci d'être venu avec Merci à vous. M. Colosimo. Je vous souhaite une excellente journée.